Très cher, heureux de vous retrouver dans Géopolitique internationale, ce pléonasme qui nous réunit de façon assez régulière. Bon, c'est marqué par des informations dramatiques concernant Israël qui a envahi, qui envoie encore une énième fois le Liban en bombardant, pilonnant, comme c'est pas possible, le Liban Sud et le Beyrouth. Rien que hier, d'après leur admission eux-mêmes, le vendredi hier, lorsqu'ils bombardaient là où était le commandement des Hezbollah à Beyrouth, dans la partie d'Aïa de Beyrouth, ils ont admis qu'en 3 secondes, même qu'ils ont envoyé 85 tonnes. 85 tonnes, rien qu'en 3 secondes, afin de maximiser leur chance, afin de tuer le Hassan Nasrallah et les autres membres du Hezbollah, et un des gardiens de la révolution iranienne qui était venu les rencontrer là-bas. Bon, le volume de leur bombardement en termes de tonnage a dépassé même tout ce qu'ils ont jeté comme bombe en 1982 lors de l'invasion du Liban en 1982, qui avait poussé même Ronald Reagan, pour certains, à appeler Menachem Begin, qui était le premier ministre israélien d'alors, en lui demandant d'arrêter l'Holocauste. Bon, en fait, les gens, ce qu'ils oublient de dire aussi, c'est que c'est Fad qui avait appelé Ronald Reagan en lui disant qu'il y a la pression qui est forte au niveau des alliés américains, des alliés arabes américains. C'est ce qui a poussé Ronald Reagan à passer ce coup de fil. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Bon, bref. Pour revenir à l'essentiel, c'est que le Hezbollah a perdu, Hassan Nasrallah est décédé. Mais comme l'avait dit à l'Est Crook, qui fut ambassadeur britannique pendant des années au Liban et qui connaît très bien la zone là, le Liban comme la Palestine, il a dit lors d'une interview, ça fait 3 jours je crois, qu'il avait donné à, je crois, c'est Dialogue Works à Nina. Il avait dit que, mais en fait, le Hezbollah, pour chaque chef qui disparaît, il y a la liste des gens qui doivent lui succéder, le premier qui va lui succéder, ainsi de suite. Ça, ils se sont organisés comme ça depuis longtemps. Et que les Israéliens ont beau bombarder, mais au niveau du sud du Liban, où se concentre l'armée des Hezbollah, et où il y a des collines, ils ont des tunnels à 90 mètres de profondeur. C'est là-bas même que se trouvent la plupart de leurs lance-missiles, de leurs, etc., obusiers ou autres. Et que d'ailleurs, même hier, lorsqu'ils annonçaient la mort d'Hassan Nasrallah, il y avait des missiles et des roquettes qui continuent à pleuvoir sur Israël sans interruption et sans baisser en intensité, ce qui montre que le Hezbollah a bien géré la transition. Mais, pour revenir à l'essentiel, c'est pour dire que Israël fait tout cela afin de pousser l'Iran. C'est des provocations qu'ils font à l'endroit de l'Iran afin de pousser l'Iran à réagir, donc à attaquer Israël, ce qui permettrait comme disent les Anglais, d'attirer les Américains dans la guerre et de pousser les Américains à affronter les Iraniens. C'est ce qui les a poussés à faire tout ça, à attaquer le Liban. Parce que ce que l'armée israélienne n'a pas pu faire au bout d'une année face au Hamas qui est moins bien entraîné, qui est moins bien équipé, et qui a une bien moindre expérience que le Hezbollah, qui a combattu en Syrie avec le régime syrien, avec les gardiens de la révolution, pour protéger avec les Russes, qui ont une expérience de 10 ans là-bas en Syrie. Ceux qui n'ont pas pu réussir face au Hamas, ils ne peuvent pas le réussir avec le Hezbollah. Surtout que même le Hezbollah est beaucoup mieux protégé, parce que là où ils sont au sud du Liban, à côté de la vallée de la Beka, il y a des collines là-bas. Et c'est sous les collines même, ces collines qu'ils ont creusé des tunnels au niveau de 90 mètres de profondeur. Et même quand ils veulent lancer des missiles et des obus là et des roquettes là, c'est dans des shafts, comme ils disent en anglais, en fait, dans des cages. Ce sont les cages qui glissent, ça s'ouvre, ils balancent les missiles et puis ça se referme. Ces missiles sont à 90 mètres de profondeur, donc même les bombes israéliennes n'y peuvent rien. À 90 mètres de profondeur et ensuite sous les collines. Bon. Et l'armée israélienne ne veut pas faire une attaque boots on ground, comme ils disent là, des bottes sur terre, autrement dit, envoyer des soldats. Parce que, ne soyons pas ridicules, qu'ils ne nous prennent pas pour des imbéciles, c'est pas avec 2 brigades ou 3 brigades là, qui font à peine 10 000 ou 12 000 hommes, qui vont attaquer les Hezbollah. Soyons sérieux. C'est Hezbollah qui les avait battus, défaits en 2006, c'est pas avec
2-3 brigades qu'ils vont l'attaquer au Liban Sud. Alors que ces gens, le Hezbollah, depuis plus d'une décennie, ne fait que préparer ce conflit contre Israël. Ils peuvent continuer à bombarder, ils ont la supériorité aérienne. Le Hezbollah n'a pas d'avion, n'a que des missiles. Ok, avec les missiles, ils attaquent. Hein. Ils ont bloqué le Haïfa. Le port d'Haïfa, là, Haïfa, il y a plus de 2 millions d'habitants. Ces gens-là, pratiquement, vont tout le temps dans les bunkers, au sous-sol. À chaque fois qu'il y a des sirènes d'alerte, ils sont là-bas. Et même d'après je ne sais plus qui parlait, il disait que 225%, il y a eu 225% d'augmentation des consultations des psychiatres et psychologues là au niveau de Haïfa. Parce que ces gens sont perturbés par ces bombes. Et toujours la zone nord-israélienne là, qui est contiguë au sud du Liban, est toujours vide de sa population. Les 60 000 habitants qui étaient là-bas sont toujours dans les autres villes israéliennes. Et ensuite, le Hezbollah est en train même de viser c'est une guerre. C'est comme dans une guerre, à la guerre comme à la guerre. Donc les gens ne vont pas perdre de temps dans... Peut-être que, effectivement, ceux qui s'appellent coalition, axe de la résistance, comme ils s'appellent là, les Hezbollah, les Houthis et ceux qui sont en Irak aussi, les chiites qui sont en Irak aussi, ont dû taper du poing sur la table pour dire que les Iraniens font preuve pas de modération, mais même d'inertie face aux attaques israéliennes. On a tué Ismaël Haniyeh au sein à Téhéran, même alors qu'il était venu rencontrer le nouveau président iranien. Il n'y a pas eu de réaction de l'Iran. C'est inadmissible pour eux. Mais on a appris qu'il y a eu une rencontre. Hier, l'ayatollah Khamenei a convoqué un conseil de ce truc, et même d'après Al Arabiya, qui est un journal saoudien, je crois même qu'ils l'ont emmené maintenant dans un endroit beaucoup plus sûr. Ce qui laisse augurer, présager d'une éventuelle réaction iranienne. Et cela va constituer un précédent extrêmement dangereux sur toute la planète, parce que n'oublions pas que là-bas c'est le Golfe. C'est là-bas que l'essentiel de la production mondiale de pétrole, c'est de là-bas que ça part. Les Saoudiens sont les premiers producteurs mondiaux, mais il y a aussi les Émirats, les Qataris, les Iraniens qui sont de gros producteurs. S'il y a un conflit dans cette zone, les prix du pétrole, le montant actuel des prix du pétrole constitueront les prix actuels du pétrole pour nous constitueront des prix paradisiaques d'ici quelques temps. Parce que les prix risquent de doubler. Le prix de l'essence, comme du gasoil, comme du gaz, tout va doubler pratiquement. Parce que les Iraniens vont bloquer, il y aura un blocage du détroit d'Ormuz, qu'ils le veuillent ou non. Si les Américains interviennent au niveau du golfe d'Ormuz et qu'ils veulent bombarder, qu'ils envoient leur porte-avions là-bas, c'est la guerre. Et le détroit d'Ormuz sera bloqué, les prix du pétrole vont flamber, et du gaz même. Donc, ne nous faisons pas d'illusions là-dessus. Les prix de toutes les denrées vont monter. Mais cette guerre-là, Israël, en quelque sorte, dit que we are escalating in order to desescalate. Nous procédons à l'escalade pour obtenir une désescalade. Bon, permettez-moi, excusez-moi pour ces sourires-là. Vous savez que c'est très bien que ça n'a aucun sens. Comment peut-on procéder à une escalade pour obtenir une désescalade? Alors que si l'Iran entre dans le conflit et que les États-Unis vont là-bas, ils ont déjà beaucoup de leurs porte-avions là-bas. Mais le conflit sera extrêmement dur et personne ne sait comment ça finira. Personne ne sait comment, quel temps, combien de temps ça va prendre et comment ça va finir. Attendons-nous, nous autres, habitants de la planète, surtout des pays pauvres comme nous, le Sénégal, là, mais attendons-nous à une flambée des prix de toutes les denrées, que ce soit le riz, tout ce qui est, sans compter maintenant le pétrole, le gaz, l'essence dont nous avons parlé déjà. Et Israël ne s'en sortira pas, parce qu'Israël risque d'être détruit, va être détruit. Parce que les Iraniens, vous ne le savez pas peut-être, mais ils ont des missiles hypersoniques. Ils ont énormément de missiles, ils ont des missiles hypersoniques, ils ont énormément de drones. Avec les Houthis qui vont s'en mêler, avec les gars du Hezbollah qui vont se libérer, aussi qui vont s'en mêler, mais comment Israël, l'aérodrome israélien là,
pour le vaincre, ce sera un jour d'enfant, même avec l'Iran seul, peut se défaire de l'aérodrome israélien. Sans compter maintenant avec l'appui des Houthis, l'appui des Hezbollah, l'appui de ceux qui sont en Syrie aussi. Et sans compter les milices qui sont en Irak, dont une bonne partie ont rejoint la frontière irako-jordanienne, qui n'est pas la même que la frontière jordano-israélienne. Mais la situation sera extrêmement dure et intenable pour Israël, même avec l'appui des États-Unis et du Royaume-Uni. De toute façon, si ce conflit, si l'Iran participe à ce ouvre les commence à entrer dans les hostilités, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais Israël sera détruit. Beaucoup d'Israéliens déjà ont quitté, parce qu'il y a quelqu'un qui disait, je ne sais plus, il a dit qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui se rendent dans les hôpitaux, ils trouvent que les cœurs sont devenus beaucoup plus longs. Pas parce qu'il y a beaucoup plus de blessés ou de malades, mais parce que beaucoup de médecins israéliens ont quitté définitivement Israël. Pour aller retourner, parce qu'ils sont tous titulaires de 2 passeports, pour se rendre dans leur pays, leur autre pays. D'accord. Donc la situation sera périlleuse. Cette guerre que crée Netanyahou pour se sauver de la peau, je dis que si je dois disparaître, politiquement parlant, s'il doit m'emprisonner en prison, je n'irai pas en prison sans amener tout le monde avec moi au tombeau. Il va réussir certainement son pari, le Benjamin Netanyahou. Maintenant, c'est l'hypocrisie. Il est vrai que Molière avait dit que l'hypocrisie est un vice à la mode, et comme tous les vices à la mode, une vertu. Le colonel Douglas MacGregor, qui avait été invité par le lieutenant-colonel Daniel Davis, dans son titre là, Davis, avait dit que truth is dead. En quelque sorte, la vérité est morte. Il n'y a que le mensonge et l'hypocrisie qui sont là. Dans tous les pays occidentaux, la presse est corrompue. La presse ne dit jamais la vérité, la presse ne dit jamais ce qui se passe. Au niveau d'Israël, les massacres qu'il y a eu, les génocides qu'il y a eu, ils n'en parlent pas. L'horribilité, ils n'en parlent pas. Tout le monde dit que oui, Israël a le droit de se défendre. Mais Israël a le droit de se défendre alors qu'Israël est venu prendre des terres, prendre des terres qui ne lui appartiennent pas. Et Israël impose l'occupation sur ces Palestiniens depuis 1948. Depuis l'époque où ce que les Palestiniens ont baptisé Nakba. Catastrophe. C'est Israël qui occupe ces gens, qui enferme Gaza dans un Gaza, c'est une prison. Même un ministre britannique l'avait dit il y a longtemps, que c'est une prison à ciel ouvert. Et les gens qui disent qu'ils ont le droit de se défendre, qui a le droit de se défendre? Ces gens qui perpétuent l'injustice depuis des décennies, depuis plus de 110 ans, c'est eux-là qui ont le droit de se défendre. Et ceux qui subissent l'injustice, et on voit même à la tribune des Nations Unies des dirigeants du Sud qui font des discours, qui essaient de mettre tous sur le même panier en disant nous ne sommes pas pour l'attaque du 7 octobre du Hamas, nous sommes contre, mais nous sommes contre ce que le Hamas a fait, mais le Hamas ne pouvait faire que ce qu'il fait. On ne peut pas dire que quelqu'un qui réagit à l'oppression, là, qui n'a pas de raison de réagir à l'oppression. Maintenant, quelle que soit la façon dont la réaction s'est passée là, et s'il y a eu des débordements, mais ça, c'est les conséquences de l'occupation. Et même au niveau des Nations Unies, ces Nations Unies qui sont une institution hypocrite, qui doit disparaître, parce que les Nations Unies ne servent à rien. Les Nations Unies, il y a tout le temps des vétos. Combien de vétos les Américains ont présentés cette année, rien que pour protéger Israël, pour empêcher à ce que Israël, qu'on impose un cessez-le-feu à Israël? Combien de fois? 3 fois. Ils ont fait usage de leur veto à 3 reprises. Au niveau du Conseil de sécurité. Un Conseil de sécurité ou un veto, même si tous les autres détenteurs de veto votent dans l'autre sens, ça n'a aucun sens. Il suffit d'un veto pour tout bloquer. Ça, c'est une institution démocratique. Ce n'est pas une institution démocratique. Le secrétariat des Nations Unies ne font que défendre leurs intérêts, puisque le plus grand contribuant, celui qui participe le plus, obligé des Nations Unies, c'est les États-Unis. Donc c'est pourquoi ils essaient tout le temps de... Mais comment on peut dire? Ça, c'est communiqué pour dire oui, il faut que Hamas libère les otages. Et les otages que Israël, les prisonniers palestiniens qu'ils prennent depuis des années, qu'ils enferment dans le cadre administratif, qu'ils torturent, qu'ils sont violés. Et ces gens-là, ce n'est pas des prisonniers, ce n'est pas des otages. Personne ne parle d'eux. On ne parle seulement des otages israéliens comme si c'est seulement les Israéliens qui sont ZZ. Mais c'est le racisme même dont fait preuve le secrétariat des Nations Unies. Les peuples qui parlent, les pays, les gens qui parlent de libérer les otages, sans parler des otages palestiniens
Des prisonniers palestiniens qui sont torturés, qui sont massacrés, qui sont tués même, et qui sont violés depuis des années par Israël. On n'en parle jamais. Comme si ces gens-là n'ont pas droit à la vie, n'ont pas droit à la parole. C'est les Nations Unies qui veulent se dire défenseurs des droits humains, alors qu'en réalité, ils ne défendent rien. C'est des gens qui sont biaisés, dont les communiqués sont toujours biaisés en faveur de ces gens qui se considèrent être le jardin, pas en faveur de ceux qui sont sur le menu de la table. Après, c'est du racisme qu'il y a au niveau, disons-le de tout cru, c'est du racisme qu'il y a au niveau de l'Occident. Cette démocratie occidentale-là, c'est une démocratie coloniale. Si vous avez lu le discours sur le colonialisme de Aimé Césaire, vous avez compris. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ces colons ne peuvent pas être des gens qui vont défendre la démocratie, parce que la démocratie, ils s'en foutent. Même chez eux, ils s'en foutent. Ils ont toujours connu le racisme, le massacre, massacré. Ceux qui étaient partis ici au Sénégal, ceux qui étaient partis, les tirailleurs qui étaient partis faire la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'ils sont venus réclamer leur prime, qu'est-ce qu'on leur a fait? On les a massacrés. C'est la mitrailleuse qui leur a répondu. Voilà comment sont les Occidentaux. Israël peut massacrer autant qu'il voudra. Ben, les Occidentaux seront toujours là pour applaudir. Les Nations Unies doivent disparaître, même si ce n'est pas parce qu'on donnera un membre permanent, un poste de membre permanent à un Africain ou bien à deux Africains, que ça changera, parce que c'est ridicule. C'est les Nations Unies qui doivent disparaître dans leur structure. Les Nations Unies doivent être radicalement réformées, sinon qu'elles disparaissent. Elles n'ont aucun intérêt pour les peuples du Sud. Cela dit, passons à l'Ukraine. Passons à l'Ukraine. On a vu que le président Joe Biden a reculé l'autre fois lorsque Keir Starmer, ce vaurien de Keir Starmer, est venu lui rendre visite pour demander à ce qu'il cautionne l'usage des missiles, parce que ces missiles-là ne peuvent pas atteindre la Russie, à moins que, parce que si c'est seulement la technique britannique utilise le GPS, Global Positioning System, le truc pour guider ces missiles Storm Shadow. Mais le Global Positioning System est déjà brouillé par l'electronic warfare de la Russie. Donc les Britanniques ont besoin donc des Américains, parce qu'ils ont un système de mapping par le satellite, mais il y a un logiciel qu'il faudra intégrer pour que ce logiciel-là, à partir de ce logiciel, donne tous les paramètres dont les missiles ont besoin afin de pouvoir atteindre la cible, et ce truc-là ne passe pas par le GPS. Et quand les Russes ont dit, quand Poutine a fait son discours en disant que c'est inadmissible, que si cela se fait, ça veut dire que c'est la guerre de l'OTAN et des États-Unis contre la Russie, et il réagirait en conséquence. Beaucoup d'Occidentaux disaient ouais, non, Poutine ne fait que bluffer. Il y a même l'ancien ambassadeur britannique qui a fait, je crois, 10 ans en Russie, qui leur a dit que the Russians are bluffing until they are not. Les Russes, tant qu'ils ne bluffent pas, ils bluffent. Et comment faire pour savoir qu'ils ne bluffent pas et qu'ils bluffent? L'ambassadeur, celui qui a fait des années en Russie, qui connaît très bien, il leur a dit, tant qu'ils ne bluffent pas, ils bluffent. Mais comment ça va faire pour savoir qu'ils ne bluffent pas et qu'ils bluffent? Mais quand le Pentagone, le chef du Pentagone, là, comment il s'appelle, Lloyd Austin, le général Lloyd Austin, qui est le secrétaire à la défense, a dit au Biden là qu'il n'est pas question qu'on fasse ça, on ne fera pas ça. On ne leur permettrait pas de lancer des missiles à l'intérieur de la Russie avec nos moyens. On ne le fera jamais. Ça, c'est un moment que Biden a su qu'il faut reculer. Et ils ont reculé momentanément. Mais ce qui se passe, c'est que l'Ukraine est en train de perdre sur tous les fronts. Ça, les Ukrainiens le savent. Sur tous les fronts, Vuhledar va bientôt tomber entre les mains des Russes. Les Russes l'ont encerclé. C'était une ville garnison et forteresse ukrainienne. Elle saute, c'est un verrou. Et ensuite, même Orekov va bientôt tomber. La région de Zaporizhzhia, même la ville de Zaporizhzhia va bientôt tomber entre les mains des Russes. Pakrovsk, qui n'est même pas une forteresse parce qu'il n'y a pas de forteresse autour de Pakrovsk, va bientôt tomber. Ils vont bientôt encercler Pakrovsk. Pakrovsk ne pourra pas obtenir une défense aussi solide que celle de Vuhledar parce qu'il n'y a pas de forteresse autour de Pakrovsk. C'était seulement la capitale, c'était un hub logistique qui permettait d'approvisionner toutes les autres zones qui étaient en Ukraine de l'Est, là, l'Est de l'Ukraine, en matériel et en logistique, en matériel et en moyens. Mais Pakrovsk, une fois tombé, il n'y aura qu'une ville qui sera entre Pakrovsk et le Dniepr, et le fleuve Dniepr, qui sépare cette partie de l'Ukraine-là de l'autre partie de l'Ukraine.
Et la même chose au niveau de Torres qui va bientôt tomber d'ici quelques jours, si ce n'est pas d'ici quelques heures. Tchassovia, pareil, va tomber d'ici quelques... Kupiansk, c'est une histoire de 2 semaines peut-être, Kupiansk va tomber, qui est au nord, plus au nord, est de l'Ukraine. C'est les Pakrovsky à l'ouest de l'Ukraine, à l'extrême pratiquement ouest de l'Ukraine, et les Vuhledar et les Mirnograd qui est pratiquement attaqué par les Russes actuellement, hein, et les Vuhledar et autres là, et les Kourakov. Toutes ces villes et villages là sont cernés par les Russes. Elles vont bientôt tomber d'ici 1 semaine, 10 jours. Torres va bientôt se tomber dans un court laps de temps. Tchassovia qui est aussi à l'est de Pakros, au nord-est de Torres, va aussi tomber bientôt. Et ensuite, Kupiansk, d'ici 2 semaines, Kupiansk va tomber. Et ce sera fini de l'est de l'Ukraine. Des républiques populaires de l'Est, à part Zaporizhia, et Zaporizhia même va tomber, la ville de Zaporizhia va bientôt tomber. Quand les troupes de 130 000 hommes russes là, même les Ukrainiens l'ont reconnu, ils ont dit que le rapport de force est entre 7 soldats russes pour un soldat ukrainien. C'est ce qu'ils disent. Même si le rapport n'est pas, je trouve que même c'est exagéré. Ils disent qu'ils peuvent balancer 4500 missiles par jour là où les Ukrainiens ne peuvent en balancer que 400. Le rapport est de 1 à 10 pour les missiles. Et ensuite la Russie bombarde tous les jours. Même ce matin ils ont bombardé une zone, je crois que c'est Krama, c'est pas le nord, mais c'est là-bas il y a un aéroport avec des abris. Et les abris, semble-t-il, c'était conçu pour les F-16 et les Sukhoi. Les Russes ont touché là-bas avec des Kinzhal, qui sont des missiles supersoniques, mais qui sont faits pour percer des abris. Pas des missiles supersoniques, mais hypersoniques. Des KH, qui sont conçus pour percer des abris. Ils en ont envoyé 7. Au niveau des abris, il semblerait qu'il y ait plusieurs F-16 qui ont été détruits. On n'a pas encore le nombre officiel des F-16 qui ont été détruits avec un Sukhoi. Mais l'Ukraine n'a plus moyen de résister à la Russie. Même Laurent Zwickelsson a dit que, mais écoutez, quelqu'un lui disait que non, la Russie a mis du temps avec l'Ukraine. Il a dit, écoutez, mais Russia is combating all the might of NATO in Ukraine. La Russie combat toute la puissance de l'OTAN en Ukraine. Autrement dit, c'est l'OTAN que la Russie combat en Ukraine. L'Ukraine a reçu des États-Unis 172 milliards actuellement. En armée, entre autres choses. Et même depuis la dernière visite de Zelensky, on lui a promis 8 milliards de dollars. Ça ferait 180 milliards de dollars. Sans compter ce que les Européens aussi ont donné. Je ne sais plus, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais c'est dans les plus de 100 milliards d'euros. Mais c'est l'OTAN, tout l'OTAN, et tout le monde sait comment se sont passés les accords de Minsk. Et que les Russes n'ont jamais voulu de cette guerre. Et c'est quand même une hypocrisie que de voir des gens qui veulent proposer des plans de paix, alors que la Russie avait proposé un plan de paix qui n'a pas voulu, que les Ukrainiens ont rejeté du déplacement de Boris Johnson, qui leur a dit ne signez pas ces accords-là, nous allons vous armer, et vous allez combattre cette guerre-là et remporter cette guerre. Du courage, peut-être qu'ils vont la remporter.